Le titre de la présentation, c'est Bouddhologie numérique, la plateforme Bouddha. Alors, je vais commencer par présenter BDRC donc, de façon générale et puis les projets en cours. Et ensuite, la plateforme Bouddha, donc pourquoi on a développé cette nouvelle plateforme, comment ça fonctionne. Je vais montrer quelques nouvelles fonctionnalités, faire quelques démos, et les nouvelles données qu'on a pu intégrer dans la plateforme grâce à des partenariats qui ont été faits spécifiquement pour cette nouvelle plateforme, donc des données qui ne sont pas sur tbrc.org. Donc, voilà, je vais commencer par présenter BDRC. Donc, pour bien comprendre TBRC, il faut le comprendre comme une continuité de l'activité de Gene Smith. Donc, pour le présenter rapidement, c'est un Américain né en 1936 qui rencontre Daishoun Rinpoche à Seattle au début des années 60, puis qui travaille à la Library of Congress dans les offices à l'étranger de Delhi, puis Jakarta et Le Caire. Et pendant qu'il est à Delhi, en fait, il bénéficie de fonds d'une loi qui s'appelle PL 480, ou le programme Food for Peace, et qui lui permet d'éditer des facsimilés. Donc, c'est pas tout à fait clair combien il y en a, mais c'est plusieurs milliers de volumes, a priori. Donc et la façon dont il fait ça, c'est que comment dire, il fait en sorte qu'en vendant à peu près 25 exemplaires aux universités occidentales, donc aux universités américaines principalement, mais aussi à la Library of Congress, il puisse avoir en fait assez d'argent pour imprimer beaucoup plus de ces éditions et les distribuer dans les monastères au Tibet, enfin les monastères en Inde, pardon. Et donc ça va lui permettre d'avoir une activité comme ça que les Tibétains, qui va beaucoup bénéficier aux Tibétains, et ça va créer une sorte de cercle vertueux où les Tibétains qui, à l'époque, sont très pressés de préserver leurs textes, donc sont contents qu'ils puissent être reproduits et sauvegardés de cette façon. Et également, ça crée une diffusion des textes qui va bénéficier à la fois les Occidentaux et les Tibétains eux-mêmes. Donc, c'est entre 1965 et 1985 qu'il va y avoir les principales activités dans ce domaine. Et les éditions, c'est typiquement des éditions qui ressemblent à ça, donc avec une introduction comme ça sur quelques pages en Wiley avec un petit peu d'anglais, et ensuite une reproduction, un facsimilé des différents manuscrits ou impressions auxquels il va pouvoir avoir accès. Et ensuite, au moment où il prend sa retraite, en 1999, il fonde le TBRC, donc qui est à l'époque le Tibetan Buddhist Resource Center. Au départ, la mission de TBRC, c'est vraiment de scanner la bibliothèque personnelle de Gene Smith, donc qui comprend quelques milliers de volumes, à la fois donc les éditions qu'il a faites, mais aussi des choses qu'on lui a données. Donc l'activité se continue pendant à peu près une dizaine d'années. En 2010, Gene Smith meurt et il y a quelques débats au niveau du conseil d'administration sur la suite à donner à TBRC. C'est-à-dire que certains sont pour un arrêt en fait, de TBRC, vu que la mission de numérisation de la bibliothèque personnelle de Gene Smith a été remplie. Et d'autres, et donc c'est la décision qui a été prise, c'était plutôt d'étendre la mission, à la fois de numériser beaucoup plus de choses dans le monde tibétain, mais aussi d'étendre la mission à d'autres cultures bouddhistes. Et donc c'est à la suite de ces décisions qu'en 2017, le TBRC change de nom pour BDRC, Buddhist Digital Resource Center. Et alors il y a plusieurs malentendus qui ont eu lieu au niveau du changement de nom. Certains pensent qu'on abandonne, entre guillemets, le Tibet. C'est pas vrai. Donc, je vais présenter les projets qu'on a et la plupart restent dans le monde tibétain, même si on a des nouveaux projets donc en Asie du Sud-Est.
Et il y a eu aussi un malentendu sur le fait que, comme bouddhiste prenait plus de place dans le nom, on n'était plus intéressé par les textes Bön, ce qui n'est pas vrai non plus. On continue à vouloir accéder, à vouloir numériser plus de textes Bön. Donc voilà, ça c'est quelques malentendus à corriger. Et la mission principale de BDRC, c'est vraiment une mission de préservation et d'accessibilité. On n'a pas vocation à être une sorte à avoir une base de données qui soit une publication académique. Le but, c'est vraiment de pouvoir numériser le plus de textes possible et à travers un catalogue, donc en mettant les données des auteurs, des imprimeries, etc., de pouvoir rendre ces textes accessibles au plus grand nombre, à la fois aux Occidentaux et aux Tibétains. Donc, on fait un effort pour avoir une interface web en tibétain et en chinois. Et donc, le but, c'est de pouvoir continuer ces deux missions, donc de préservation et d'accessibilité, vraiment sur le plus long terme possible. Donc, on a plusieurs projets en fait, de sauvegarde de toutes nos images et de toutes nos données pour que même si BDRC venait à s'arrêter, toutes nos images continueraient à être accessibles, tout notre catalogue également. Voilà, donc au niveau des données principales, ça c'est juste quelques chiffres pour donner un peu la taille de ce qu'on a actuellement. On a des images pour à peu près 80 000 volumes. On en ajoute en moyenne 200 par semaine. Ça représente un total d'environ 20 millions d'images. C'est un petit peu difficile à estimer, mais on estime qu'il y a à peu près 250 000 textes dedans. On a des données sur à peu près 20 000 personnes, donc principalement des auteurs, mais également des maîtres dans certaines lignées. À peu près 20 000 lieux, donc des monastères, mais aussi des régions, des villes, des villages, des imprimeries, et 2000 lignées. Alors, au niveau des projets, il y a aussi une sorte de malentendu qu'il peut y avoir parfois dans la façon dont on envisage les projets de BDRC, c'est que en fait, BDRC a assez peu de budget général. C'est-à-dire qu'on a des projets, parfois des projets assez importants, mais qui ont un but bien précis et souvent un début et une fin, et qui sont financés vraiment pour... enfin voilà, je vais en détailler quelques-uns, mais vous allez voir que c'est des choses assez précises et on n'a pas tellement d'activités en dehors de ces projets. C'est-à-dire qu'on peut, si on nous donne des images, on peut les traiter et les ajouter sur le site, mais on n'a pas d'activité, disons, générale, par exemple aux États-Unis ou en Europe, pour scanner des bibliothèques ou des collections. Donc le plus gros projet qu'on a, c'est un projet de numérisation en Chine. Donc c'est un projet qui a commencé en 2015 à peu près, et par lequel on a à peu près 1 million d'images par an. Donc à la fois des éditions modernes, mais aussi des manuscrits et des impressions traditionnelles. Donc ça, c'est vraiment un des gros apports qu'on a dans le monde tibétain. Un deuxième projet assez important, c'est la numérisation de la partie tibétaine de la Bibliothèque nationale de Mongolie, à Ulaanbaatar. Donc ça a été commencé en 2018, c'est une collaboration qu'on a avec ACIP et la Kinsey Foundation. Donc on espère numériser à peu près 31 000 volumes, donc ce qui représente, si je me souviens bien, la moitié de la collection tibétaine de la bibliothèque. Et on scanne en priorité les impressions et les textes médicaux. En plus de ça, dans le monde tibétain, on va avoir des collaborations, parfois avec des projets académiques, parfois avec des institutions tibétaines. Donc ça, c'est une liste un petit peu rapide des choses qui soit sont en cours, soit ont été faites dans les 2 dernières années. Donc on a par exemple la collection de LTWA, donc le Library of Tibetan Works and Archives. Donc on a tout leur... ils ont eux-mêmes une activité de numérisation et ils nous envoient en fait leurs images ainsi que leur catalogue. Donc on a une collection assez importante qu'on n'a pas encore terminé
comment dire, de l'ingérer, donc je n'ai pas vraiment de chiffres là-dessus encore. Ensuite, on a CHITS, le Central Institute for Higher Tibetan Studies, à Sarnath. Donc là, c'est 21 collections, mais qui sont parfois assez grosses. On a 6 collections canoniques, par exemple. On doit avoir 2 Tengdur dedans. Donc c'est pareil, ça c'est vraiment beaucoup d'images. On a la collection de Pemake, qui a été scannée par Cheats, mais c'est un projet de Bob Meyer. C'est environ 13 000 images. La collection de Raghuvira, donc c'est des manuscrits et des impressions qui ont été rapportés du Tibet et de Mongolie dans la première moitié du XXe siècle. On a scanné une grande partie de la collection, il y a 250 xylos à peu près, plus tout ce qui a été édité dans la série Satapitaka. Donc dedans, il y a des choses vraiment uniques, des manuscrits Gilgit, Gandhari, etc. On a la collection aussi du Tibetan Manuscript Project de l'Université de Vienne. Donc là, on a ces 95 collections, dont pas mal de collections canoniques. Et le projet Tibet, ou TTUBC, donc c'est quelque chose qui a été fait à l'Université de Cambridge. Et donc c'est à peu près 90 xylographes du 16e qui ont été photographiés à travers des microfiches. Donc ça, c'est tout ce qu'on a dans le monde tibétain. Et on a 2 autres projets. En dehors du monde tibétain, on a le projet de la Fragile Palm Leaves Foundation. Donc c'est la collection personnelle de Peter Skilling à Bangkok. La plupart sont des manuscrits birmans, donc soit en langue birmane, soit en pali, écrit en script birman. Ça représente à peu près 11 000 volumes, donc c'est vraiment la collection de référence pour ce domaine. Il y en a à peu près 4 000 qui sont sur le site, et en tout, ça représente environ 45 000 textes. Et enfin, on a un projet au Cambodge, dont on parlera l'année prochaine. Pour l'instant, on préfère ne pas en parler. Un mot rapide sur la politique de copyright et d'accès. C'est quelque chose qu'on a changé il n'y a pas très longtemps, disons qu'on a clarifié en tout cas il n'y a pas très longtemps. Toutes nos données sont sous licence CC0, c'est-à-dire que c'est plus ou moins le domaine public. Donc tout le monde peut les utiliser sans nous demander notre avis, en gros. Toutes nos images de textes traditionnels sont également dans le domaine public. On ne dit pas qu'on a de copyright dessus. On applique quand même des restrictions. Donc, toutes les éditions qui sont marquées comme étant sous copyright, que ce soit valide ou pas, on les indique comme étant sous copyright et on donne accès qu'à une partie assez petite des images. Et également, quand on nous donne des images en nous demandant de respecter les restrictions traditionnelles, on le fait également. Donc voilà, c'est pas nous qui décidons qu'est-ce qui doit être restreint ou pas, c'est vraiment quand on nous donne des images en nous demandant de les restreindre, c'est ce qu'on fait. Donc voilà pour BDRC et les projets en cours. Donc ensuite pour Bouddha. Donc Bouddha, ça veut dire Buddhist Digital Archives. L'acronyme a changé un petit peu en cours de route. Il y a eu un U à un moment qui voulait dire Universal, mais BDA, ça faisait c'était moins facile à dire que Bouddha, donc on a gardé l'acronyme. Donc, pourquoi Bouddha? Donc, tout d'abord, on avait besoin d'un nouveau site, puisque le site qui est sur tbrc.org a 13 ans à peu près, ce qui est très très vieux pour un site. Ce qui fait qu'en fait, plus personne ne pouvait le changer sans tout casser. Donc, comme on diversifie nos données et les cultures et les langues sur lesquelles on va avoir des données, il nous fallait une architecture qui nous permette de supporter ça mieux, puisque sur tbrc.org, on approximait que tout était tibétain, donc quand on faisait une recherche, ça comprenait la recherche comme étant du tibétain. Et aussi donc changer un petit peu le modèle conceptuel. Donc je vais me présenter rapidement ce qu'on a changé dans notre modèle pour s'aligner un petit peu au reste du monde et pour pouvoir échanger des données avec des institutions, donc prendre des modèles standards pour échanger des données. Également au niveau vraiment de l'architecture logicielle en elle-même, avoir plus de standards et des protocoles
répandue, donc je vais en parler très rapidement après. Également, quelque chose qu'on souhaitait faire avec la plateforme Bouddha, c'est d'avoir comment dire ça, une recherche fédérée. C'est-à-dire que quand on cherche sur la plateforme, le but, c'est que ça puisse rechercher également sur les bases de données de nos partenaires. Donc, je vais montrer un petit peu comment ça marche après. Quand vous cherchez parfois des mots, même si BDRC n'a pas de données, si vous cherchez sur Bouddha, vous allez trouver des liens vers des données de nos partenaires. Un des buts, donc ça fait partie des choses qu'on n'a pas encore implémentées, c'est le plus d'engagement des utilisateurs, c'est-à-dire la possibilité d'annoter les données, de signaler des erreurs, de proposer des corrections, de signaler des doublons par exemple, tout ce genre de choses. Et un des buts, donc, au niveau de la façon dont on organise les données, c'est vraiment d'essayer de lier les différentes traditions. Donc, on verra qu'on a des données sanskrites, chinoises, plus nos données donc khmer et birmanes. Et donc, on essaye le plus possible de noter les parallèles et de faire en sorte que, en étant dans une certaine, comment dire, dans une certaine perspective, la perspective tibétaine, on puisse quand même voir ce qui existe dans d'autres langues. Alors au niveau technique, donc Bouddha a été développé par une équipe de 4 personnes, dont Nicolas qui est là, et a été financé par la Ho Foundation. Au niveau de là où on en est, donc vous pouvez aller sur la plateforme, donc c'est en accès libre sur library.bdrc.io. C'est une version bêta qu'on améliore tous les jours. Donc, on est conscient encore qu'il y a quelques bugs à corriger, mais ça commence à être dans un état où c'est utilisable et où on est content d'avoir des retours. Toutes les données qui sont sur tbrc.org sont migrées quotidiennement sur Bouddha. Donc, pour donner une perspective, tbrc.org va rester encore au moins 1 an, si ce n'est plus, et puis sera redirigé vers le nouveau site. Donc, ça veut dire que si vous avez des liens vers tbrc.org, vers des scans de tbrc.org dans vos bibliographies, par exemple, ça va rester valide, même une fois que le site sera mis à la retraite. Donc, au niveau des nouvelles fonctionnalités, donc là, je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, un des points saillants, on va dire, des développements, ça a été le nouveau lecteur d'images. Donc, ça, c'est ce que j'avais montré tout à l'heure. Donc, maintenant, on a au lieu de devoir cliquer pour passer d'une image à une autre, maintenant, c'est juste on peut juste, comment on dit ça, scroller vers le bas. Sachant qu'on a un mode également pour, si on veut zoomer un petit peu plus sur une image, voilà, on peut également le faire. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui avait été très demandé. Une autre fonctionnalité qui est aussi complètement nouvelle, c'est le tri par pertinence ou par popularité, si on veut. Donc ça, je vous encourage de faire le test en comparant avec tbrc.org si vous cherchez Gampopa. Sur tbrc.org, il va être en 3e position, je crois, le Gampopa entre guillemets. Et en fait, on a calculé dans nos données des scores pour chaque personne, chaque lieu, chaque texte, des scores de popularité. C'est-à-dire que par exemple, Gampopa, il a écrit beaucoup de choses qui ont été très commentées, il a des biographies, etc. Donc, il va avoir un plus gros score, entre guillemets, que les autres Gampopa. Et donc, par défaut, c'est classé comme ça. Mais il y a d'autres modes de classement, ce qui n'était aussi pas possible sur tbrc.org. Donc, par exemple, par date de naissance. Donc là, on voit que c'est bien dans l'ordre. Et on peut également classer par ordre alphabétique, person name. Et donc là, on a l'ordre alphabétique tibétain qui est respecté. Voilà, donc aussi une nouveauté, c'est que, donc ça c'est quelque chose que je vais pouvoir montrer, si vous cherchez
Gampopa en anglais, par exemple. Donc, oui, alors, une des nouveautés, c'est que par défaut, la recherche va être en tibétain. Mais si vous cherchez quelque chose, par exemple dans translittération, soit sanskrit, soit pali, ou en anglais, donc il faut bien penser à sélectionner la langue dans laquelle vous cherchez si ce n'est pas la bonne sélectionnée par défaut. Mais si vous cherchez Gampopa en anglais, vous allez tomber sur ces résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas dans nos données sur TBRC, on n'a pas, c'est une sorte de phonétique, si on veut. Ça, c'est pas nos données à nous, c'est des données qui viennent de Treasury of Lives. Et donc, donc ça fait partie des fonctionnalités qu'on a, c'est que quand on va trouver un match, même sur Treasury of Lives, sur quelque chose qui n'est pas sur BDRC, on va quand même pouvoir, comme les données sont liées, on va pouvoir trouver le Gampopa sur BDRC en passant par les données de nos partenaires. Et donc voilà, ça c'est la nouvelle interface qui montre les données sur une personne. Bon, ça reprend en fait les données de tbrc.org, il n'y a rien de très nouveau. Par contre, quelque chose qui est nouveau, c'est que en fait, ce que vous voyez quand vous ouvrez la page de Gampopa, c'est une sorte de concaténation de plusieurs données. Donc, il y a nos données à nous, plus des données qui viennent de nos partenaires. C'est-à-dire que là, par exemple, tous ces noms-là viennent de Treasury of Life, donc c'est indiqué avec la petite source. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite développer pour pouvoir voilà, avoir des données où on sait d'où viennent les différentes données qu'on a. Quelque chose d'important, voilà, si vous cliquez sur cette zone, là, vous pouvez ouvrir, voir Gampopa sur Treasury of Life, Sakya Research Center, Himalayan Art. Donc voilà, bon, je vous encourage à regarder un petit peu. Ça n'a pas la même tête que tbrc.org, donc au début, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu comment dire, déstabilisés par cette nouvelle interface. Mais toutes les données sont là, c'est juste présenté un petit peu différemment. On a aussi des thumbnails, alors ça c'est aussi une grosse nouveauté. Alors je vais présenter deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'on a donc la page d'accueil de Bouddha, c'est ça, et il y a un petit encart là qui est les nouveaux scans qui sont arrivés sur le site this week. Alors une semaine, c'est-à-dire les 7 derniers jours. Et donc si vous regardez par exemple les 25, si vous avez la liste, donc ça c'est nos résultats de recherche sur Bouddha quand vous cherchez dans les textes. Et la grosse nouveauté, c'est donc vous voyez que vous avez des petits thumbnails qui sont assez pratiques pour savoir, pour avoir un aperçu très rapide de quel type de texte ça va être. Sachant que bon, vous avez toujours les facettes hein, comme sur tbrc.org. Une nouveauté, par contre, dans la recherche, c'est que si vous cherchez voilà, par défaut dans les textes, quelque chose d'important avec lequel je me fais avoir de temps en temps moi-même, c'est que par défaut, on ne va chercher que dans les textes qui sont en open access. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner de résultats qui sont soit sous copyright, soit restreints, soit pour lesquels on n'a pas encore les images. Donc là, vous voyez qu'en fait, ce qui se passe, c'est que une des facettes, donc Open Access, est cochée par défaut. C'est pour nos utilisateurs tibétains un retour qu'on avait assez souvent, c'est qu'ils avaient l'impression qu'on leur vendait du rêve, entre guillemets, en leur présentant plein de résultats. Et en fait, il y en avait beaucoup qui débouchaient sur rien parce qu'on n'avait pas d'image. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a corrigé, mais ça fait partie des différences qui peuvent être un petit peu déstabilisantes au départ. Pour décocher, donc soit il y a un bouton là, soit on peut supprimer le filtre ici. Et donc voilà, là on va voir qu'on a des résultats pour lesquels il n'y a pas de thumbnail, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'image. Voilà, donc ça c'est ça, je vais présenter. Donc par rapport à
à la recherche, quelque chose qu'on a implémenté, c'est donc la recherche en tibétain n'a pas vraiment changé, mais donc par rapport à la recherche en sanskrit ou en pali, par exemple, il y a quelque chose d'assez nouveau. Oups, Dharma Pundalika. Si vous cherchez donc en sanskrit, par défaut, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre les diacritiques si vous cherchez en translittération. Enfin, c'est même un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que SH va marcher, par exemple. Et donc voilà, donc on voit qu'on a des données avec des diacritiques, mais qu'en cherchant sans diacritique, on les trouve aussi. Donc je vais revenir un petit peu sur toute cette recherche. Une nouveauté également qui est disponible uniquement sur Bouddha, c'est tout ce qui vient de l'initiative OpenPecha. Donc OpenPecha, c'est quelque chose qui est développé un petit peu en marge de BDRC, mais principalement avec des employés de BDRC. Donc le but, c'est de développer un format de texte, d'e-text, si on veut, qui soit vraiment adapté au linked data, c'est-à-dire ce qu'on utilise sur la plateforme, et qui puisse être utilisé avec un éditeur qui permet du crowdsourcing, sachant que tout est hébergé sur GitHub. Donc, n'importe qui a un compte GitHub peut contribuer à corriger des fautes, etc. Donc, c'est un petit peu technique, donc je ne vais pas forcément présenter, mais au niveau de la façon dont ça se matérialise sur la plateforme, c'est au niveau des e-textes en OCR qu'on a. On a passé 4000 éditions à l'OCR, donc c'est encore plus de volume, parce qu'on a passé quelques éditions canoniques, par exemple. Alors, la plupart sont des résultats bruts d'OCR, c'est-à-dire que ce ne sont pas du tout des éditions prêtes à imprimer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit, des fois les numéros de page ne sont pas bien mis, enfin, il y a pas mal de fautes suivant les... Alors quand c'est une édition récente, en général ça va, mais les éditions, les manuscrits par exemple qu'on a passé à l'OCR, souvent il y a beaucoup de bruit, beaucoup de fautes, et on ne les présente pas comme étant une sorte d'édition faite par BDRC qui soit prête à imprimer et prête à lire. C'est la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour augmenter les résultats de recherche. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de bruit et beaucoup d'erreurs, on va quand même, si vous cherchez une citation, si vous cherchez un mot, un nom, vous allez quand même le trouver dans les OCR, et vous allez pouvoir du coup chercher à trouver beaucoup plus de résultats. Donc on a même estimé que si on voulait vraiment tout relire, ce qu'on a passé à l'OCR, c'est un projet de à peu près 8 millions de dollars. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut faire. Donc alors à quoi ça ressemble? Il y a beaucoup aussi de nouveautés de ce côté-là. Donc si vous prenez un des scans qui a été passé à l'OCR, donc, quand vous arrivez, donc ça je vais le présenter un petit peu après, mais au niveau juste de l'e-text, donc quand vous arrivez sur l'e-text, ça ressemble à ça, donc vous avez les différents volumes. Et si vous allez sur le volume 1, donc déjà, voilà, donc ça ouvre voilà, quelque chose, une interface assez simple où on sépare les différentes pages. Une des grandes nouveautés qu'on nous avait beaucoup demandé, c'est la possibilité de télécharger l'e-text. Donc tous les e-textes sont téléchargeables, pas uniquement les OCR. Voilà, si vous cliquez dessus, vous allez avoir c'est juste un point .txt qu'on permet de télécharger, donc c'est très simple à utiliser. Et également, là, vous pouvez voir en fait les images avec le texte. Donc voilà, il ne faut pas trop regarder. Là, il y a une erreur, par exemple. Mais voilà, même avec ces erreurs, ça reste quand même très utile. Voilà, donc ça c'est aussi, il y a pas mal de nouveautés dans les e-textes. Alors, la façon de naviguer les textes a un petit peu changé, donc je vais présenter très rapidement la façon dont ils sont organisés, parce que il faut avoir ça en tête, c'est une sorte de gymnastique à faire un petit peu au départ pour bien comprendre comment naviguer dans les textes. Donc le modèle bibliographique qu'on a sur Bouddha est totalement différent de ce qu'on avait sur tbrc.org.
et commence avec ce qu'on appelle un work. Donc, en français, je ne sais pas ce que ça donnerait, une œuvre. Donc, qui a les propriétés principales, ça va être par exemple l'auteur ou la date de composition, le topic, le genre, des choses comme ça. Et on a séparé ça de ce qu'on appelle une version. Alors, dans d'autres modèles, c'est pas une instance. Où les propriétés, là, ça va être par exemple le scribe ou l'imprimerie ou les données de publication, ça a été publié en telle année, etc. Et donc, un work peut avoir plusieurs versions. Donc, voilà, plusieurs manuscrits, plusieurs xylographes, plusieurs éditions récentes, etc. Ensuite, une version peut avoir plusieurs reproductions. Il y a deux types de reproductions. Il y a des reproductions en scan, donc les images qu'on a. Donc là, on essaye de plus connaître, cataloguer voilà, la provenance des images qu'on a, ce qui n'était pas très bien fait sur tbrc.org. L'autre type de reproduction des versions, c'est les e-textes. Donc, il peut être soit de l'OCR, soit de l'input. Et c'est pareil, on enregistre qui a produit l'e-texte, quand on nous l'a donné, etc. Et enfin, on a une cinquième entité qui est l'item. Donc, ça, on en voit beaucoup moins, mais l'idée, une item, c'est vraiment l'objet physique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une édition d'un livre et que vous allez à la bibliothèque et qu'il y en a 4 exemplaires, chaque exemplaire va être une item. Donc, alors voilà, comment ça fonctionne si on revient... je vais montrer un petit directement même sur les textes canoniques. Voilà, si vous cliquez sur... Bon, on va commencer par peut-être le tibétain. Donc là, je suis sur la page d'un work, du work tibétain pour le Sutra du Lotus. Donc c'est le work, donc c'est avec cette icône-là. Donc on voit qu'on a plusieurs labels. On a une langue, donc en tibétain, et on a plusieurs versions. Ici, par exemple, on va avoir des versions dans le Kangyur de Nartang, dans le Kangyur de Choné, Derge, Litang, Peching, etc. Donc il y en a même quelques-unes en plus. Et ensuite, pour chacune de ces versions, là, c'est même plus facile en fait d'accéder directement aux images. Et donc là, si on clique dessus, on devrait arriver sur les images du Peching. Donc ça, c'est le Litang, enfin bref, sur lesquels on peut naviguer. Donc voilà, ça c'est, disons, une des nouveautés, ça ne va pas marcher, de la plateforme, c'est d'avoir donc ce lien entre un work et toutes les différentes instances. Donc les données ont été migrées semi-automatiquement, donc il y a voilà, des fois il y a quelques hicks, hein, mais au niveau des textes canoniques, tout ça a été plutôt bien migré grâce aux données de RKTS dont je vais parler un petit peu après. Et le cas le plus typique, en fait, c'est après les résultats de recherche, si vous allez arriver en fait dans une page avec 3 onglets, donc un onglet avec le work qui va être voilà, avec la langue, les différentes versions, le topic, etc. Puis un onglet version, donc c'est là qu'on va avoir la table des matières. Bref. Et un onglet scan, donc il va avoir des informations sur les scans en eux-mêmes, d'où ils viennent, quand ils ont été faits. Donc voilà, en gros, pour la façon dont fonctionne la plateforme au niveau de la recherche des textes. Donc ça demande un petit peu de gymnastique au départ, mais ça permet d'avoir des données qui sont un petit peu plus intéressantes et sur lesquelles on peut faire des recherches plus facilement. Je vais juste très rapidement citer juste les noms des technologies qu'on utilise, si jamais vous les rencontrez autre part.
Donc la technologie pour nos données, c'est le Linked Open Data, qui est aussi parfois appelé RDF ou Semantic Web. Donc c'est ce qui est de plus en plus utilisé dans les bibliothèques nationales par exemple, mais aussi beaucoup de projets académiques, beaucoup de projets de musées par exemple. Et ça rend nos données plus accessibles et plus réutilisables, parce que c'est un format qui est assez standard. Et au niveau des images, on utilise ce qu'on appelle IIIF, donc IIIF, et ça nous permet d'afficher sur le site des images de certains de nos partenaires. Donc ensuite, au niveau des partenariats, on a plusieurs types de partenariats qui nous ont apporté des données ou des images qui sont uniquement sur Bouddha. Donc le premier partenariat, je crois qu'on a eu, c'est avec ArcATS, donc Resources for Kangaroo Integrated Studies à l'université de Vienne, qui nous a permis d'avoir la distinction entre work et version sur tous les textes canoniques, ainsi que plusieurs tables des matières d'édition canonique qu'on n'avait pas, donc le Kangur de Pujak par exemple, de Hemis, enfin bref, il y en a plusieurs comme ça qu'on a pu avoir, donc qui sont uniquement sur Bouddha, grâce à ces données qu'on a importées. Un type de partenariat complètement différent, c'est avec NGMPP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas NGMPP, c'est un projet qui a été fait entre 1975 et 2002. Donc ça veut dire, Nepal German Manuscript Preservation Project. C'est en fait plusieurs équipes qui sont allées au Népal scanner toutes sortes de livres tibétains, néwari et sanskrit. Dans le catalogue, il y a à peu près 37 000 entrées pour les textes tibétains. Donc c'est un projet vraiment gigantesque. Ah oui, alors, pardon, ils ont scanné sur microfilm. Et les microfilms sont à Berlin, accessibles aux germanophones. Pardon. Et donc, ce qu'on a pu lier comme partenariat, c'est l'import du catalogue tibétain. On a quelques scans, mais c'est un peu marginal. On doit avoir des scans pour 300 entrées, ça ne représente même pas 1%. Mais voilà, donc si vous cherchez sur Bouddha, vous allez trouver des résultats dans ce catalogue. Donc, pour lesquels la plupart du temps on n'a pas les images, mais ça peut être utile de savoir que certains textes existent et qui sont accessibles en Allemagne. Un autre type de partenariat, donc là qui passe au travers de IIIF, c'est avec EAP. Donc on a plusieurs types, enfin on en a plusieurs qui passent avec IIIF, donc je vais les lister après. Et l'idée, c'est que ce sont des images qui sont hébergées à la British Library et qui sont visibles sur notre site directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller sur le site de la British Library. Donc tout le catalogue est enregistré et on peut voir les images directement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais rapidement avant, on a une collection sanscrite de 235 manuscrits à peu près, qui vient de EAP. 4 collections bhoutanaises qui sont assez importantes, donc ça représente 2500 volumes en tout, et une collection de textes tibétains scannés en Chine de 1200 manuscrits. Alors donc c'est là qu'on va revenir au fameux Sutra du Lotus. Donc la plupart de nos manuscrits sanscrits viennent de ce type de partenariat. Donc là, si vous cherchez le Sadhana Pundarika en sanskrit, vous allez voir, vous allez tomber sur des résultats qui ont une icône. Donc là, c'est l'icône de la British Library, ça c'est l'icône de la Cambridge University Digital Library. Et si vous cliquez dessus, donc vous avez la fiche du catalogue, disons comme pour les autres données de TBRC. Et en fait, de façon transparente, si vous visualisez les images, donc vous restez à l'intérieur de Bouddha, mais vous avez les images qui viennent de la British Library, c'est-à-dire que les images là ne sont pas hébergées chez nous. C'est un partage avec IIIF qui nous permet d'afficher les images de la British Library sur Bouddha. Et donc, un des effets de bord, entre guillemets, c'est que comme toutes nos images sont aussi accessibles en IIIF, c'est possible pour d'autres institutions ou des monastères, qu'on verra après, d'afficher nos images sur leur site de la même façon. En fait, c'est quelque chose de relativement simple. IIIF est vraiment prévu pour ça.
Sur Bouddha, on a également des données sur le bouddhisme chinois. On a deux types de données principaux. On a un partenariat avec DILA à Taïwan, le Dharma-Drum Institute of Liberal Arts, qui ont fait plusieurs bases de données d'autorité, donc une Person Authority Database, et ça représente à peu près des données sur 40 000 personnes, donc beaucoup de moines chinois, beaucoup de personnes qui ont des biographies dans le canon chinois, par exemple, mais aussi tous les auteurs, les traducteurs. Donc voilà, on a des données qui viennent de DILA sur tous ces gens. On a également une table des matières du Taisho avec des liens vers Sibeta et SAT et des images IIIF de SAT. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, pour trouver le Taisho, en général, c'est plus facile de chercher en anglais. Donc, la recherche en anglais ignore aussi les diacritiques. Et donc, voilà, donc, quand vous arrivez sur la fiche du Taisho, donc vous avez les différents textes, les différentes sections. Et pour chaque texte, alors ça va peut-être être plus facile de prendre celui-ci, vous avez donc un lien vers Sibeta. Donc Sibeta, c'est l'input du canon chinois. Vous avez un lien vers SAT et vous pouvez voir aussi les images qui viennent de SAT, donc qui sont aussi partagées par IIIF. On essaye d'avoir des données sur d'autres canons chinois. On n'a pas encore, enfin des images en tout cas. On n'a pas encore beaucoup progressé à ce niveau-là. Mais voilà, donc au niveau des collections sanscrites et chinoises, l'idée, c'est vraiment d'étendre BDRC par ce type de partenariat. Donc, plutôt que de scanner, nous, enfin, même si on serait content de scanner des manuscrits sanscrits ou des manuscrits chinois, mais enfin, le bouddhisme chinois n'est pas dans le même état, entre guillemets, que le bouddhisme, par exemple, birman ou cambodgien. Et donc, c'est plus facile en fait de lier des partenariats avec des données qui existent déjà, plutôt que d'essayer de créer quelque chose voilà, à partir de rien et d'essayer de scanner des textes chinois ou sanskrit. Une petite liste rapide des autres partenariats qu'on a. Donc, je vais montrer tout à l'heure, on a des manuscrits de la Cambridge University Digital Library. Donc ça, on a les images en IIIF, donc c'est 185 manuscrits sanscrits pour l'instant. Il y en a de plus en plus qui sont numérisés. Internet Archives a une activité de numérisation qui est assez intéressante. Ils ont quelques manuscrits de la Hodgson Collection. Donc on n'en a que 13 pour l'instant, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui va augmenter. Great Hill, donc là on a les liens vers tous les textes, tous les e-textes sanscrits de Great Hill. Donc c'est pareil, si vous cherchez, vous allez pouvoir trouver des liens vers Great Hill. On a des données, donc là après c'est les données vraiment au niveau des catalogues, c'est-à-dire que c'est des données qui vont augmenter nos propres données et qu'on va pouvoir chercher. On a toutes les données de Treasury of Lives de 84 000, donc c'est le projet de traduction du Kangyo en anglais. Quelques liens vers Wikidata. Et ça, c'est un partenaire assez important aussi, c'est le Sakya Research Center. C'est un projet de Vienne également, et qui c'est surtout orienté sur les sakyas du 15e et 16e siècle, je crois, et il y a beaucoup d'informations sur des maîtres, des auteurs, etc., qu'on n'a pas dans TBRC. Donc, voilà, si vous faites une recherche sur Bouddha, vous allez potentiellement trouver plus de résultats dans ce domaine-là. Et enfin, quelques liens vers des traductions de textes canoniques chinois en langue occidentale, donc qui viennent de la bibliographie de Marcus Bingenheimer. Donc il y a encore un petit peu de temps, peut-être que je peux montrer rapidement, voilà, quelque chose qui est assez nouveau aussi, c'est les parallèles. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, on essaye d'avoir des parallèles entre les différentes traditions. Et ce qu'on a fait, donc là, pour resituer, on est sur le work du Saddharma Pundarika, donc de la version sanscrite. Donc voilà, on a plusieurs versions. Donc ça vient de Great Hill, par exemple.
on a plusieurs versions du Sadalama Kundalika, et on a cette propriété donc, qui est nouvelle, qui s'appelle Parallels In. Et là, on a en fait des liens vers les textes parallèles. Alors, bon, des fois, c'est vraiment des traductions, des fois, c'est juste... c'est pas très clair si c'est vraiment une traduction ou pas, ou si c'est une traduction du même texte, ou si c'est un texte qui a évolué. Donc, voilà, pour pas trop se mouiller, on appelle ça parallèle. Mais donc, on a des parallèles entre le texte sanskrit et le texte tibétain. Et là, ici, on voit qu'on a trois parallèles dans le canon chinois. Et donc, si on ouvre le work chinois d'une des traductions, donc c'est ce que je présentais tout à l'heure avec la bibliographie des traductions en langue occidentale qui viennent de Marcus Bingenheimer. Donc là, on a toutes les traductions de ce texte chinois en allemand, en anglais, en français, italien. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est nouveau et qu'on espère pouvoir développer également avec les textes du sud-est asiatique. Bon, évidemment, si les parallèles sont moins nombreux et moins clairs. Voilà. Enfin, pour les perspectives, donc les choses qu'on n'a pas encore terminé d'implémenter, il y a le fait d'impliquer plus les utilisateurs, donc de pouvoir annoter les données avec des informations de provenance, par exemple, d'ajouter des bibliographies, d'ajouter des liens vers d'autres ressources, et de demander des changements ou de proposer des changements quand on a pas mal de typos dans les noms, par exemple. Ce serait utile de pouvoir avoir des retours d'utilisateurs vraiment sur nos données à ce niveau-là. Et alors, sur le plus long terme, ce serait vraiment aussi de pouvoir annoter les e-textes avec plusieurs types de données. Donc, des fois, juste pouvoir corriger les e-textes quand il y a des fautes, s'il y en a beaucoup. Et aussi indiquer des parallèles. C'est-à-dire que, par exemple, cette citation vient de tel autre texte, par exemple. Donc, à la fois des parallèles entre textes de la même langue, mais aussi des parallèles entre plusieurs langues, pourquoi pas. Enfin, au niveau des contributions, alors, ce que j'appelle contribution, c'est contribuer, partager, disons, nos données avec vraiment le monde tibétain, à la fois en Inde et au Tibet. Donc, on a une activité où on partage des disques durs avec nos données et nos images avec certains monastères. Et donc, comme ça, c'est une capture d'écran de ce que je vous ai un petit peu introduit tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on a des images de la British Library sur notre site. Et donc là, on voit ce qu'on essaie de développer, c'est que sur le site du Dzongsa Institute, les moines ont fait en fait une sélection des textes qu'ils étudient dans leur Shedra. Et donc, ils ont fait, ça c'est en fait, cet encart sur leur site vient de BDRC. Et donc, on leur permet d'avoir voilà, une sorte de petite table des matières et d'avoir les images de BDRC sur leur site directement. Alors ça, c'est encore plus long terme, d'avoir un système de bibliothèque. C'est-à-dire que comme notre nouveau modèle bibliographique nous permet d'avoir, donc, au niveau des items, vraiment de savoir où sont physiquement les items, on pourrait imaginer que voilà, les monastères utilisent notre base de données et rajoutent juste des items sur nos éditions pour voilà, indiquer ce qu'il y a dans leur bibliothèque, sur quelle étagère c'est, etc. Bon, oui, si on va conclure là, quoique. Je vais quand même faire une petite démo de quelque chose que je me rends compte que j'ai oublié, c'est la recherche sur les e-textes. Donc, donc là, par exemple, si vous cherchez ça dans les e-textes, la présentation des résultats de recherche est un peu différente de tbrc.org, donc c'est peut-être bien de le regarder. Donc voilà, si vous cherchez dans le contenu des e-textes, vous allez avoir une page qui ressemble à ça, où tous les résultats sont regroupés par e-texte. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez, par exemple, ce bloc-là représente tous les résultats dans le volume 10 d'une des Kuntu. Et vous pouvez voir, donc ça, c'est le match principal.
et vous pouvez avoir les autres matchs dans le même e-text voilà, qui s'ouvre comme ça. Et donc, vous pouvez avoir un petit peu plus de contexte autour, même si là, ça n'en ouvre pas tout à fait assez. C'est quelque chose qu'on veut corriger. Et si vous ouvrez l'e-text, vous voyez que vous arrivez donc dans l'e-text et vous avez voilà, un petit surlignage de ce que vous avez recherché. Et donc ça, on peut scroller vers le bas. Alors là, il y a un petit piège, c'est que là, on voit qu'on est à l'image 226, et si on veut remonter un petit peu, il faut cliquer sur ce bouton. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que fonctionne la recherche sur les e-texts sur Bouddha. Voilà, donc enfin pour conclure, donc Bouddha c'est vraiment une plateforme qui est en développement, même si c'est vraiment la phase finale du développement, mais on est très content d'avoir des retours. J'ai presque envie de dire plutôt négatifs, parce que c'est ça qui nous permet de corriger des choses et d'avancer. Donc si vous avez, voilà, si vous avez essayé Bouddha et que vous êtes frustré parce qu'il y a des choses que vous ne trouvez pas ou que vous n'arrivez pas à faire certaines choses que vous faisiez sur tbrc.org, surtout n'hésitez pas à me le dire, donc il y a mon adresse email ici. Et également, donc, toutes sortes de contributions sont les bienvenues, donc à la fois des nouvelles idées en termes d'interface, mais aussi de données, de partenariats. Un des challenges qu'on va avoir et sur lesquels on serait content d'avoir des retours, c'est aussi les nouveaux cas d'utilisation qui viennent de la diversification des données. C'est-à-dire qu'on sait comment les chercheurs vont chercher dans le tibétain et comment les Tibétains vont chercher dans les textes, mais on ne sait pas comment les sanskritistes vont chercher dans les textes sanskrits, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, quel type de recherche ils vont faire, idem pour les textes chinois et encore plus pour les textes du sud-est asiatique. Donc on a comme ça des nouveaux cas d'utilisation sur lesquels on serait vraiment très content d'avoir aussi des retours. Donc voilà, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup d'y avoir assisté.